Je vais vous parler d'un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises dans ces séminaires ou à l'occasion de journées annuelles du CESTIM, avec notamment le projet Coresan, qui est un projet de médiation en santé et de promotion de la santé, qui a été monté pendant la crise Covid et porté par l'Hôpital européen et l'association Prospective et Coopération, avec une très forte implication du CESTIM dans la conception du projet et puis dans tout ce qui est construit autour pour essayer de l'évaluer au mieux. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu ce qui a été fait de façon très rapide, et puis d'aborder surtout les questions qu'on s'est posées et qu'on se pose encore tous les jours pour savoir comment évaluer ce type d'intervention au mieux, quels sont les problèmes auxquels on est confronté, quels sont les problèmes que ça soulève. Et puis j'espère que ça ouvrira sur une discussion par la suite. Donc Coresan, c'est, comme je vous le disais, un projet qui est né... peut-être enlever le bandeau, je ne sais pas si c'est possible. Ça cache le titre. Enfin bref, c'est pas grave. Coresan, donc c'est un projet qui est né en 2020, donc pendant la première année de la crise Covid. L'idée, c'était d'essayer de participer à ce qui pouvait être fait pour essayer de briser les chaînes de transmission en dehors de l'hôpital. On avait tous conscience, vous comme nous qui travaillons vraiment au cœur de l'hôpital, que la réponse globale elle était trop hospitalo-centrée. Et l'idée, c'était d'essayer de sortir un peu de l'hôpital pour aller participer à ce qui pouvait être fait à l'extérieur, dans l'objectif d'essayer de briser les chaînes de transmission et puis d'apporter une assistance, un accompagnement à des patients, des familles qui étaient mises en difficulté par la crise, à la fois par la maladie, mais aussi, bien entendu, par les confinements et les réponses apportées. Et donc le financement, c'était un financement ARS qu'on a fini par obtenir à l'automne 2020, après des longs mois de discussion, puisqu'il n'y avait rien de prévu pour ce type d'activité. Et il a s'agi de monter des équipes mobiles de médiateurs et d'infirmiers qui étaient chargés d'accompagner de manière concrète les familles en prise avec la maladie et puis l'isolement quand elles étaient malades ou cas contact. Un appui au contact tracing qui s'est après structuré avec l'entrée en jeu de la sécurité sociale et puis tous les coups de téléphone que nous avons reçus tous quand on a eu le Covid, les SMS, etc. Des actions de sensibilisation aux gestes barrières, puis à la vaccination, bien évidemment, des actions de dépistage ciblé donc autour des cas, chez les contacts, etc. Puis des dépistages de masse, ça c'était une commande des autorités sanitaires sur la voie publique, pas forcément ciblées sur des clusters. Et puis des actions de vaccination qui ont été menées au niveau de points de vaccination éphémères à l'accès inconditionnel, qui ont été menés dans des centres d'hébergement pour publics précaires, qui ont été menés directement à domicile. On a fait des tentatives aussi dans des squats, pas toujours couronnées de grands succès, mais on a vacciné notamment en porte-à-porte dans des hôtels où résident des publics très précaires. Et donc l'idée, c'était de cibler les personnes dites vulnérables. Alors dans le jargon technocratique, vulnérable, c'est toutes les populations qui habitent dans les quartiers politiques de la ville, par exemple. C'est pas forcément les personnes en grande situation de précarité, même si on s'y est intéressé, en prenant notamment la suite du projet Covid Homeless que vous connaissez probablement. Et donc, on a travaillé essentiellement dans les arrondissements centraux de Marseille, premier au 3e arrondissement. Et puis après, l'ARS nous a demandé d'étendre nos actions aux arrondissements des quartiers sud, où on s'est beaucoup moins impliqué, parce qu'il y avait moins de choses à faire. Et puis, un projet jumeau d'une autre, conduit par l'association Santé Environnement pour tous, SET, avait, lui, commencé à investir les quartiers nord. Et puis, pareil, l'ARS a demandé à SET de couvrir également les arrondissements, on va dire, de l'Est de Marseille. Et donc, vous voyez, ça se passait en porte-à-porte, en pied d'immeuble,
dans la rue, dans des structures associatives ou des centres sociaux de quartier, directement à domicile, sur la voie publique, avec des autorisations municipales d'investir la voie publique avec des barnums, pour mener les actions que je vous ai expliquées. Donc globalement, c'est plus de 6000 personnes qui ont été suivies individuellement, essentiellement, vous voyez, localisées dans le centre-ville de Marseille, donc ces arrondissements particulièrement populaires, des 1er, 2e et 3e. Il y a eu plusieurs milliers de tests qui ont été faits avec des taux de positivité qui étaient bien supérieurs, sans surprise, quand on testait de manière ciblée, ce qui est pour nous un peu c'est pas une surprise, mais ça va un peu à l'encontre de ce qui nous était demandé par les autorités sanitaires, qui, avec le projet Medilac, médiateur de lutte anti-Covid, qui a commencé en 2021, et auquel notre projet et quelques autres avaient un peu servi de projet pilote, nous demandaient de faire. En gros, ce que voulait le ministère avec Medilac, c'est aller tester massivement de partout, dans les gares, dans les aéroports. L'expérience montre que quand on faisait ça, on ne ramenait pas beaucoup de tests positifs, et je ne suis pas certain que ce soit une utilisation efficiente des ressources. Et puis, on a fait près de 6000 vaccinations. Alors, ça peut paraître peu, mais encore une fois, l'idée, c'était pas de concurrencer les grands méga-centres de vaccination comme il y a eu au Parc Chanot. L'idée, c'était d'essayer de vacciner des personnes qui, justement, échappaient à ces grands systèmes de vaccination de masse, en essayant d'aller les chercher au mieux, donc dans les quartiers où elles habitent, en porte-à-porte, etc., etc. Donc l'idée, c'est à la fin de la crise Covid, qui pour ce projet-là, finalement, a duré jusqu'à juin 2022, ça a été finalement de capitaliser cette expérience, de ne pas s'arrêter là. C'était quand même une expérience assez originale en France métropolitaine, surtout en 2020. Petit à petit, l'expérience Corésan, et puis pareil pour Sète, qui avait déjà une histoire avant le Covid dans les quartiers nord, a permis d'approfondir un ancrage et une reconnaissance dans les quartiers. Il y a énormément de liens qui ont été tissés avec la population, et puis avec toute une série de structures qui investissent, qui travaillent dans ces quartiers-là. Il y a eu de l'accumulation par les équipes d'un savoir expérientiel important, qui a été renforcé par des formations dédiées à la Covid notamment, et puis des formations sur des techniques d'animation en santé, sur les enjeux de littératie en santé, et puis sur l'entretien motivationnel. Je ne sais pas si vous connaissez la technique de l'entretien motivationnel. Si ce n'est pas le cas, moi je vous invite vraiment à vous y intéresser, parce que pour avoir suivi cette formation avec les équipes, ça a même vraiment changé la manière dont je mène mes consultations médicales maintenant. C'est un style de conversation collaboratif qui vise à induire du changement, mais venant de la personne. C'est basé sur un certain nombre de principes, qui sont même des principes éthiques, à appliquer dans notre vie quotidienne, dans nos relations interhumaines, même de couple et d'amitié, qui sont basés sur le respect de la personne et le respect de son autonomie, sur le principe d'égalité. C'est pas parce qu'on est professionnel de santé ou représentant d'une institution que forcément on sait mieux que la personne en face, même si visiblement ça fait un quart d'heure qu'elle vous sort fake news sur fake news. Elle a ses raisons et c'est pas pour rien qu'elle a ses opinions et ses croyances-là. Le principe d'un principe d'empathie évident. Et puis j'en oublie d'autres, et puis après c'est quelques, on va dire, techniques rhétoriques, il y a des petites méthodes, mais qui, accompagnées de ces principes éthiques-là, font que c'est pas de la manipulation mentale. Ça, c'est un truc hyper important. D'ailleurs, les spécialistes en entretien motivationnel, quand ils vous expliquent que c'est tellement efficace que c'est même utilisé par la police pour extorquer des aveux pendant les gardes à vue, ils vous disent oui, mais ça c'est pas de l'entretien motivationnel parce qu'il n'y a pas l'esprit motivationnel qui va avec, et ça c'est super important.
Et puis, il y a eu une coopération innovante entre les équipes de terrain, les épidémiologistes des institutions, donc en l'occurrence le département des études de l'Agence régionale de la santé, la cellule régionale de Santé publique France, et puis des chercheurs du CESTIM, avec notamment un joli travail qui a été fait d'analyse hebdomadaire des données épidémiologiques Covid, pour essayer de cibler au mieux les actions de médiation en santé, et ce, dans toute la région PACA, hein, pas uniquement à Marseille, avec ce projet Hotspot Covid qui vraiment est unique en France et qui est en cours de valorisation. Donc comment est-ce qu'on fait pour capitaliser un projet comme celui-là qui, encore une fois, n'a pas été conçu comme un projet de recherche, hein. L'idée, il y avait une crise, il fallait y répondre. On s'est dit, tiens, on va, comme d'autres, hein, faire monter un projet d'aller vers. Il n'y a pas eu un protocole de recherche initial, il n'y a pas une question de recherche initiale à laquelle on a cherché à répondre avec ces interventions-là. N'empêche qu'il faut bien quand même essayer de tirer des leçons. Donc pour ça, on peut faire une fiche de capitalisation, hein, c'est quelque chose qui est fait classiquement dans les projets. Ça a l'intérêt de revenir un petit peu sur ce qui a été fait, c'est important pour les équipes. Ça permet évidemment de partager les expériences dans une idée de réplication ou de passage à l'échelle. C'est important pour guider les politiques publiques. Et puis ça a un intérêt même scientifique, hein, même si une fiche de capitalisation en soi n'est pas un objet scientifique à part entière. Donc il y a différentes étapes que je ne vais pas détailler, mais voilà, sachez qu'il y a Santé publique France notamment qui insiste beaucoup sur la construction de ces fiches de capitalisation et sur la nécessité de colliger des retours d'expérience directement du terrain. Donc là, vous verrez les QR codes, ils vous renvoient sur des pages intéressantes du site de Santé publique France où ils vous expliquent ce que c'est que des fiches de capitalisation, comment les produire, et puis sur le registre de Santé publique France des projets et des données probantes. Et puis il y a un autre site qui collige des fiches de capitalisation de projets et d'interventions en promotion de la santé notamment, c'est le site CAPS. Et puis, après, il y a effectivement toujours la possibilité de faire de la science, mais ce qui n'est pas facile parce que, comme vous le savez, quand on fait des interventions comme ça en milieu communautaire, souvent c'est des projets qui ont de multiples composantes, des projets dont les résultats dépendent beaucoup du contexte, des conditions de mise en œuvre, des acteurs. Là, on voit par exemple qu'entre les quartiers nord et sud, c'était même pas le même acteur qui a fait ce projet-là. Et donc ça pose des défis importants dans l'évaluation. On n'est pas dans un joli essai clinique avec des critères d'inclusion et d'exclusion qui vous garantissent d'avoir une population hyper homogène. Là, on est beaucoup plus proche, on est en conditions réelles et avec quelque chose qui n'est pas toujours facile à bien définir. Et donc, la nécessité de recourir à tout un corpus de méthodologies, généralement multidisciplinaires et multimodales, même avec vraiment des méthodologies complémentaires à associer, qu'on intègre dans un peu le concept d'évaluation des interventions complexes en santé. Alors, dans les évaluations complexes des interventions complexes en santé, généralement, on distingue, mais il y a un peu différentes manières quand on lit sur le sujet de vraiment distinguer les choses, mais généralement, on distingue l'évaluation du processus, qui consiste à décrire en gros ce qui a été fait, comment on l'a fait, de l'évaluation des effets. Et généralement, il y a même des méthodes qui permettent de faire les deux en même temps.
soit de centrer l'évaluation sur le processus, mais de quand même se donner les moyens de dire quelque chose des effets, soit de centrer l'évaluation sur l'évaluation des effets, tout en documentant le processus. Alors c'est évidemment difficile de le faire a posteriori quand un projet n'a pas été conçu d'emblée comme un projet de recherche, mais ce n'est pas impossible malgré tout. Surtout si vous avez pris la peine d'essayer quand même de documenter des tas de choses au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait par exemple en Haïti. Alors, je vais passer très vite, mais on a un peu structuré notre évaluation un peu pas totalement a posteriori, mais en tout cas après avoir lancé des actions de lutte contre le choléra par des équipes mobiles, en suivant un peu le framework de la théorie du changement avec des inputs ou activités, les outputs ou ce qu'on appelle ici des extrants, les outcomes, les effets directs, l'efficacité, les effets intermédiaires et puis l'impact, les effets ultimes. On l'a fait donc de cette manière-là. On a fait une première publication qui en gros est une évaluation du processus qui expliquait ce qui a été mené en Haïti. Alors pareil, pas le temps de détailler, mais qu'ont fait les équipes mobiles qui sont allées répondre aux flambées de choléra sur le terrain pendant plusieurs années, avec un certain nombre d'indicateurs qu'on a trouvés pour essayer de documenter ça. Ensuite, un travail sur les effets directs, en gros, avec des enquêtes menées dans les ménages. Est-ce que le fait d'envoyer des équipes mobiles auprès des ménages, ça a permis d'induire un changement de comportement des ménages en termes de prévention du choléra, une étude d'efficacité, et puis à la fin, est-ce que ça a changé quelque chose sur la dynamique de l'épidémie ? Et puis une autre manière de capitaliser, c'est de prolonger. C'est ce qu'on a fait avec un projet qui justement est en cours, qu'on a baptisé le projet 13 en santé, qui a commencé en juillet 2022 et qui vise, lui, à promouvoir le dépistage des cancers, donc cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du côlon, et puis promouvoir le rattrapage vaccinal conformément au calendrier en vigueur, avec notamment un focus sur le papillomavirus. La cible, c'est les populations vulnérables, sous-dépistées et sous-vaccinées. On le sait par les indicateurs connus de Santé publique France, avec donc les quartiers politiques de la ville des 1er, 2e et 3e arrondissements. Ça, c'est mené par le projet Coresan. Et puis, pareil, dans les quartiers nord, avec l'association 7. Et puis, donc, le financement CARS, c'est un projet qui se veut pluriannuel, avec une implication très, très forte de Santé publique France dans le volet évaluation et du CESTIM, et puis qui est basé sur un important réseau de partenaires, des formations, et donc là, un peu comme pour le Covid tout à l'heure, des actions qui sont faites en porte-à-porte, en pied d'immeuble, dans des assos de quartier, sur la voie publique, avec des entretiens individuels basés notamment et essentiellement sur l'entretien motivationnel, mais pas que, et puis des actions de groupe. Et puis un certain nombre d'actions directes. Et puis le volet évaluation, là je vais vraiment passer en speed, mais on pourra en discuter après plus profondément. Il y a d'abord l'évaluation de la formation à l'entretien motivationnel qu'ont reçu les médiateurs l'année dernière, qui a permis de montrer que, ils avaient bien acquis les compétences à l'entretien motivationnel. Et puis après, sur le terrain, quand ils interagissaient avec les gens, une étude a montré que ça permettait de réduire l'hésitation vaccinale à l'issue de l'entretien motivationnel. Donc une publication est en cours en collaboration avec l'ORS. Hop. L'évaluation du processus, là également, elle est faite de manière régulière et avec des données quantitatives qui sont colligées par les équipes. Donc là, pareil, on n'a pas le temps de passer. Et puis, la documentation d'un certain nombre de données qualitatives. Et puis, ensuite, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, quantitatif et structuré avec la comparaison d'indicateurs dans des quartiers ciblés par les actions et d'indicateurs dans des quartiers qui, pour l'instant, ne sont pas ciblés par les actions de médiation, des quartiers témoins, donc qu'on appelle les IRIS, c'est les plus petites entités administratives en France, et qui ont été choisis pour être le plus ressemblant possible aux IRIS cibles. Et donc avec des études transversales en population générale,
et là je passe, des études écologiques qui visent à mesurer sur les bases de l'assurance maladie eh bien, le nombre d'actes de dépistage et de vaccination qui sont enregistrés dans les quartiers ciblés par l'action et dans les quartiers témoins. Pareil, j'avance vite. Une étude qualitative qui va peut-être démarrer, on l'espère, avec un financement de l'INCa et qui impliquera des chercheurs de l'équipe Calypso. Et puis une étude de cohorte dont on est en train de finaliser l'écriture. Et pareil, là, j'avais quelques diapos pour détailler la méthodologie, mais on va passer. Et voilà. Et donc, pour finir, je vais passer très vite, mais en gros, ce projet est-il innovant ? A priori, oui, même si la médiation en santé, c'est ma dernière diapo. La médiation en santé, c'est quelque chose qui est déployé de manière quand même pas généralisée, mais il y a beaucoup de projets qui ont des médiateurs en santé depuis plusieurs décennies. Par contre, ce qui est innovant ici, c'est l'utilisation de la médiation en santé pour promouvoir le dépistage des cancers et pour promouvoir le rattrapage vaccinal de cette manière-là en population générale. Ça, c'est quelque chose qui s'est jamais fait, et a fortiori en utilisant l'entretien motivationnel. Donc là, il y a un intérêt vraiment à documenter les choses. Une documentation est-elle nécessaire ? Bah oui, parce que c'est quand même de l'argent public, et puis en plus, si jamais ça fonctionne, derrière, il y a un enjeu potentiellement important en termes de passage à l'échelle, de généralisation. Et c'est clair qu'au niveau des autorités politiques et sanitaires, ça implique de prévoir des budgets conséquents. Mais il ne faut pas perdre de vue certains questionnements éthiques et politiques. D'abord, c'est clair que les financements de l'ARS notamment, ils sont vraiment limités. Jusqu'à présent, on avait un financement qui nous était un peu propre. Là, maintenant, on va rebasculer sur une espèce de pot commun avec donc une mise en concurrence de projets recourant à la médiation en santé et qui ne sont pas toujours tous équipés de la même manière en termes d'évaluation. Un risque de généralisation abusive des conclusions d'un projet de médiation en santé très spécifique sur la médiation en santé en général, alors que c'est quelque chose d'extrêmement polymorphe et de pas forcément très bien défini. Toute la difficulté du carcan des éternels projets pilotes de médiation en santé, et ça depuis plusieurs décennies, avec le maintien d'une précarisation du métier. Et puis toutes les difficultés que pose l'évaluation de ce type d'intervention complexe en comparaison avec la technomédecine habituelle, les médicaments, qui non seulement donnent accès à des méthodes d'évaluation beaucoup plus rigoureuses, entre guillemets, parce que permettant de contrôler beaucoup plus les biais éventuels. Et puis, bien entendu, tout le poids de l'industrie derrière qui permet d'investir massivement dans des méthodes d'évaluation pour produire des données de qualité qui, du coup, sont susceptibles de convaincre de l'efficacité de certaines méthodes. Voilà, je m'arrête là. Désolé d'avoir dépassé.